Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité, la télévision. Vous avez œuvré depuis plusieurs décennies comme auteur-réalisateur. Vous a permis de naviguer entre le passé et le futur avec des sujets parfois évoqués au conditionnel. L'un d'entre eux est à l'origine de votre nouveau roman. Bonjour, Roland Portiche. Bonjour, Jacques. Alors, vous êtes réalisateur de télévision. Vous avez fait des émissions. On va en parler tout au long de cette émission, justement. Vous venez de sortir un livre, un roman, L'homme qui ressemblait au Christ chez Albin Michel. Ce sera aussi notre sujet de conversation. Ça se passe au temps des croisades, donc le passé est lointain. Et votre carrière de réalisateur, on va l'évoquer à travers des dates. La première que j'ai trouvée, Roland Portiche, c'est le 24 novembre 1978. Ce sont vos débuts réalisateurs, c'est dans les archives de l'INA. Vous êtes crédité pour avoir réalisé des séquences documents de Émile Zola ou La conscience humaine. Oui, avec Stelvio Lorenzi. Exactement. Et c'était l'adaptation d'un livre d'Armand Lanoux sur Émile Zola à travers l'affaire Dreyfus. C'est un sujet qu'on ne traitait pas beaucoup à l'époque. Non, et puis Lorenzi a été un des premiers à traiter ce grand sujet de l'affaire Dreyfus. En plus, dans le cadre d'une série de 4 ou 5 heures, je ne sais plus. 4 heures. Voilà, de 4 heures. 4 épisodes, en tout cas, avec Jean Topard dans le rôle de Zola. Jean Topard qui a été aussi magnifique dans le rôle de Sir Williams dans Rocambole. Oui, bien sûr, mais là, dans le rôle de Zola, il s'est véritablement surpassé. Alors moi, j'étais premier assistant de Stelvio Lorenzi à l'époque, ce qui était pas rien, parce que Lorenzi était quelqu'un de réputé très dur, et il l'était très dur. Mais en même temps, c'est vrai qu'avec des gens comme ça, on apprend son métier. Il faut savoir que Stelvio Lorenzi, il a été un des pionniers de la télé. C'est lui qui, un jour, dans un café, convoque Alain Decaux et André Castelot en disant « Vous allez faire de la télévision, c'est l'avenir ». Et Castelot et Decaux hésitent, et puis finalement, ils acceptent les énigmes de l'histoire et la caméra explore le temps. Ce sera les débuts de la télévision. Oui, et c'était une formidable série qu'on regrette aujourd'hui. Et il avait vraiment, Stelvio, avec Decaux quand même, hein, encore plus qu'avec Castelot, il avait vraiment la manière pour faire ces émissions, pour à la fois raconter des histoires fondées historiquement, et en même temps avec une force dramatique que lui seul pouvait donner à ses films. Oui, et il a fait un feuilleton qui a marqué une époque, qui est Jacques le Croquant, avec Éric Damin. Voilà, qui a eu un énorme succès. Ah ben, Stelvio a été véritablement un des grands personnages de la télévision. Quand je suis entré, à la télé, c'était au temps de l'ORTF. Oui. Et c'est vrai qu'il faisait partie de... Bon, mais il était redouté. Il était très redouté. Il s'était engueulé avec des tas de gens. Il avait ses opinions, par ailleurs. Et c'est vrai que j'ai eu très peur le jour où il m'a demandé de travailler avec lui. De toute façon, je n'avais pas trop le choix, hein, parce que c'est le service des assistants réalisateurs qui m'a casé avec Lorenzi, parce que personne d'autre vous devez dire, j'arrivais. Et donc, et je ne vais pas regretter. J'ai bien senti que ça allait pas être facile, mais j'ai vraiment appris mon métier en travaillant à peu près 3 ans avec Lorenzi, puisque j'ai commencé sur les Rosenberg. Veulent pas mourir. J'ai travaillé sur la fin, et puis après, je me suis lancé sur cette affaire de Zola. Et c'était l'époque où on mettait 3 ans pour faire une émission, 2 ans et demi. Oui, et en même temps, vous aviez fait de hautes études d'avant. Vous êtes né à Marseille, je crois. Oui. Ça se sent à votre accent. Et puis, vous avez un parcours universitaire important, Roland Portiche. Oui. Vous avez fait de hautes études cinématographiques. Oui, et puis j'ai fait un doctorat de philosophie aussi. Parce que c'était une époque où, quand on faisait l'IDEC, c'est-à-dire ce qui a précédé la FEMIS aujourd'hui, les parents étaient moyennement d'accord et vous suggéraient de faire par sécurité. Par sécurité. À l'époque, on faisait de la philosophie par sécurité, parce qu'on était sûr de trouver un travail à l'époque. Et donc, j'ai fait un doctorat de philo pour aller jusqu'au bout, d'ailleurs, et je n'ai jamais regretté, parce que c'est un conseil que je donne aux jeunes gens qui veulent faire de la télévision. Il suffit pas de savoir manipuler une caméra, il faut aussi avoir des idées, et la philosophie vous aide à organiser vos idées. Donc, j'ai fait de la philosophie, et j'ai fait l'IDEC, qui était une grande école qui se trouvait rue d'Aurel de Paladine à l'époque, et j'y suis resté 2 ans, en particulier l'époque particulière où, en 1968, les élèves ont occupé l'IDEC,
et et ont été pris dans le Maelstrom de 68. Et là-dedans, d'ailleurs, j'ai participé à un des films de 68 qui est très très connu, qui est La rentrée des usines Vander. Oui. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'était un film qui est très connu. Moi, je me souviens simplement de cette séquence à laquelle on a assisté tous, hein, parce que ça s'est passé sans nous, d'une manière surprenante. Et c'est vrai qu'il m'en reste un souvenir absolument fort. Alors, il se trouve que vous entrez ensuite à la télévision, parce qu'à l'époque, c'était presque facile d'entrer à la télévision avec des diplômes. On rentrait sur titre. Oui. On rentrait sur titre. Une fois que j'avais fini mes études à la télévision, il se trouve qu'à l'époque, le service militaire était inexistant. J'ai fait mes 3 jours de service militaire, et puis on m'a demandé est-ce que vous voulez ou non. J'ai dit bon, plutôt pas. Et puis hop, je suis rentré à la télévision immédiatement. Et avec qui je suis rentré? Avec Lorenzi. Voilà. Et ensuite, vous avez appris votre métier de réalisateur presque en étant un pionnier de l'écologie avec des émissions qui s'appelaient La vie en vert, Roland Portiche. Oui. Ça, c'est mes toutes premières émissions, mes toutes premières réalisations. C'est vrai que j'étais très loin, moi, du jardinage, hein, parce que a priori, c'était pas ce qui me passionnait le plus dans la vie. Et j'ai été très surpris. J'ai fait une émission avec Jacques Perrier et puis une autre avec Nicolas le jardinier. Et là, j'étais très surpris de voir que c'était passionnant, le jardinage. Les fleurs, c'est absolument passionnant. Puis ça permet de faire des images magnifiques. Et pour un apprenti réalisateur, je vous assure que c'était une très bonne école. Et puis c'est l'époque où on ne parlait pas encore de jardinage, d'écologie. Non, l'écologie, on n'en parlait pas beaucoup, mais non, on avait un point de vue esthétique sur les fleurs, sur les plantes, sans se poser de grandes questions métaphysiques sur l'avenir de la planète. Et puis ensuite, vous, au début de réalisateur, vous avez fait avec une émission en noir et blanc au départ, mais haute en couleur. Temps X avec les Bogdanov, car vous avez réalisé, Roland Portiche, les émissions mythiques des Bogdanov. Et au tout début. Oui. Au tout début, ça fait partie des choses qui sont merveilleuses dans ma vie, parce que, en fait, j'ai grandi dans la science-fiction. Quand j'étais gamin, c'était les années 50, et dans les années 50, les bandes dessinées, les romans de science-fiction. Moi, j'étais passionné par ça, j'ai lu les grands auteurs. Et qu'est-ce qu'on me propose de réaliser parmi mes premières réalisations? Je tombe sur les 2 frères Bogdanov. C'était une véritable, à la fois une surprise et un grand plaisir, parce que, d'abord, il faut vous dire que les Bogdanov, d'ailleurs, je les ai jamais quittés pendant 30 ans, hein, ils étaient merveilleux. Ils étaient merveilleux. Je dis pas ça parce qu'ils sont morts aujourd'hui, parce que je les regrette vraiment beaucoup. Vous savez, il y a des moments où je me dis, j'ai gardé leur téléphone sur mon portable, et je me dis, tiens, je vais leur passer un petit coup de fil, parce que de temps en temps. Et puis bon, ils sont morts de manière stupide, enfin bon. Mais c'était des êtres merveilleux, alors parfois un peu fatigants, hein, mais très cultivés et surtout très drôles. Très drôles, ils étaient très drôles. Et donc on a passé vraiment des moments formidables, et non seulement je faisais les émissions classiques les émissions classiques de Temps X, mais j'ai eu l'occasion avec eux de faire quelques petites fictions. Et donc j'en ai fait 4 ou 5 qu'on coécrivait, et puis avec les moyens du bord, hein, qui étaient les moyens qu'on nous donnait à TF1 à l'époque, pour les après-midi de TF1, on essayait d'imaginer des créatures monstrueuses qui s'attaquaient à des cosmonautes. Enfin, c'était extraordinairement drôle. Alors, quand vous êtes arrivé avec les Bogdanov, on les connaissait à peine. Ils avaient fait quelques émissions avec Patrice Laffont. Ils avaient déboulé chez Mourouzi avec leur premier livre en insistant. Et Mourouzi les avait adorés, les avait pris dans Bon Appétit. Mais Temps X, ça a été une émission révolutionnaire au décor et aux costumes révolutionnaires, Roland Portiche. Et on n'en était pas conscient. Franchement, on faisait ça d'abord comme une bande de copains. En plus, pour vous dire la vérité, on avait des moyens extrêmement réduits. Hein. On faisait ça avec des bouts de carton. Je me souviens qu'à un certain moment, j'ai fait une fiction avec les 2 frères. On avait utilisé la maquette du Concorde qui se trouve au Bourget, et on avait bouché les hublots avec des cartons qu'on avait troués pour faire des étoiles. Vous voyez, vraiment, et c'est moi qui avais fait les cartons, hein, parce qu'il n'y avait personne pour les faire à ma place. Donc on faisait ça avec des bouts de scotch et des bouts de carton, mais on avait peu de moyens, mais c'est vrai que je suis stupéfait. En fait, on n'est pas conscient quand on fait une émission culte, on sait que 20 ans plus tard. Et quand j'apprends aujourd'hui, quand je vois aujourd'hui que, effectivement, pour beaucoup de gens, cette émission est une émission culte. En plus, faut voir, même récemment, j'ai jamais arrêté de voir les Bogdanov, quand ils sortaient dans la rue. Et moi, je sortais souvent avec eux dans la rue. C'était incroyable. Comment les gens leur arrivaient dessus, les jeunes gens d'aujourd'hui leur sautaient dessus, alors qu'ils avaient 50 ans de plus qu'eux. Le problème, c'est de reconnaître l'un de l'autre.
Oh, bon, alors là, ça n'a jamais été un problème. Ah bon? Igor, d'abord, c'était pas de vrais jumeaux. Oui. C'était pas des vrais jumeaux. Et franchement, pour moi, c'était deux êtres totalement différents. L'un était plutôt expansif et c'était quelqu'un d'extraverti. L'autre était plus introverti, c'était Igor. Mais chacun, ils s'étaient partagé les rôles. Mais physiquement, alors ça, j'ai jamais compris. Les gens qui m'ont dit on n'arrive pas à les reconnaître. Si, on les reconnaissait extrêmement bien. Enfin, j'ai jamais eu de problème. Pour moi, c'était deux personnes différentes. Mais en même temps, terriblement liées. Faut voir comment ils vivaient ensemble. Je me souviens que c'était rue de Caen, dans le 16e arrondissement, dans une maison où circulaient les plus belles filles de Paris. Alors là, si vous aviez envie d'avoir une petite amie, vous alliez piocher chez les Bogdanov à l'époque et vous trouviez ce que vous voulez. C'est extraordinaire. Alors, ce qui est extraordinaire aussi, c'est que vous avez vu débuter deux stars de la télé et du cinéma, Franck Dubosc et Christophe de Chavannes, oui. Roland Fortiche. Oui. Franck Dubosc, c'était un figurant, parce qu'on avait un décor de vaisseau spatial, et bon, on avait un figurant qui de temps en temps passait derrière, et c'était Franck Dubosc. Honnêtement, je me souviens pas du tout de Franck Dubosc, parce que j'ai pas beaucoup prêté attention à lui. Et de Chavannes. Et de Chavannes, il m'avait appelé au téléphone un jour parce qu'il cherchait du travail. Il cherchait du travail, donc je lui ai donné un peu quelques adresses pour. D'ailleurs, j'ai été très surpris de voir que ça a marché tout de suite. Oui. Je lui ai donné effectivement l'adresse de quelqu'un qui était plutôt bien placé à TF1, qui a évidemment séduit parce que c'est un grand séducteur. Et puis ça a marché. Mais ça m'étonne pas parce que je sentais très vite qu'il y avait vraiment quelque chose. Vous savez, à la télé, on les voit tout de suite. On les voit tout de suite, ceux qui ont ce quelque chose qui va faire que ça va éclater, quoi. Et il y en a beaucoup pour qui ça ne joue pas. Mais il y en a quelques-uns, franchement, on se dit, ça va marcher. Et ça n'a jamais manqué, quoi. Voilà. Et vous avez vécu d'autres grands moments de télévision. On en parle avec une autre date, le 22 février 1984. À tout de suite sur Sud Radio avec Roland Fortiche. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Roland Fortiche, réalisateur d'émissions mythiques à la télévision. On a évoqué Temps X, on va en évoquer d'autres. Auteur aussi d'un roman, L'homme qui ressemblait au Christ chez Albin Michel. Une histoire incroyable qu'on va évoquer tout à l'heure. Et j'ai cité une date qui vous dit forcément quelque chose, le 22 février 1984. Écoutez Roland Fortiche. Vive la crise, une émission mythique de télévision, et c'est vous qui l'avez réalisée. Bon, j'ai réalisé une partie, oui. Une grosse partie, et puis j'ai travaillé sur la conception de Vive la crise avec Jean-Claude Guibaud. Parce que le véritable initiateur de l'émission, c'était Jean-Claude Guibaud, qui est bien connu, qui était un journaliste très connu, et qui avait proposé cette idée à Pascal Breuillot à l'époque, qui avait un poste important dans les documentaires à France 2. Et là aussi, on pensait faire une bonne émission d'économie, et il n'y avait pas Yves Montand au début, c'était une émission d'économie. Oui. Là encore, on se doutait pas de ce que ça allait devenir. Et bon, on a travaillé sur cette émission, et on a essayé de faire quelque chose d'un peu différent, de parler de l'économie de manière un peu différente. Et puis c'est greffé ce personnage extraordinaire à l'époque, parce qu'on se rend pas compte, à l'époque, Yves Montand, c'était non seulement une superstar, mais on se posait même la question de savoir si il serait pas un jour président. Oui. Donc c'est vrai qu'il y avait autour de lui des gens comme Kouchner, comme Christine O'Krent, qui militaient un peu en sa faveur. Et donc, alors oui, il était vraiment très très impressionnant. D'abord, il est très grand. Oui. Il est très grand. Alors il se trouve qu'au départ, donc c'est Christine O'Krent qui est la reine du JT à l'époque qui présente l'émission. Comment Montand arrive-t-il dans Vive la crise, Roland Fortiche? Guibaud. C'est Guibaud qui l'a amené, mais presque au dernier moment. Je veux dire, il n'était pas là au début. Au début, on faisait une émission d'économie, on savait pas qui présenterait. Et puis c'est évidemment Guibaud qui faisait partie du club O'Krent, Kouchner, etc. et qui a eu cette idée de Montand. Et Montand, qui savait pas, lui non plus, si il fallait aller plus loin, s'il fallait se laisser tenter par cette idée de peut-être jouer un rôle politique important, qui sait. Bon. Il hésitait à l'époque. Ah mais oui, écoutez, il était flatté parce que c'était un grand caboteur. Oui. En fait. Bon. Et là, non seulement il est très impressionnant, mais en même temps, il avait vraiment un sens très américain du rythme. Je me souviens d'une séance
où on lui a montré nos films, parce que on s'est divisé en 3-4 équipes et on a fait des petits films. Oui, alors, et il était le Candide de l'opération et de l'émission. Oui, voilà. Mais à un certain moment, il fallait qu'il voie les films. Alors, je peux vous dire que on sentait vraiment celui qui sortait de l'école américaine. Il s'est mis à hurler sur certains films. Grâce à Dieu, j'y ai échappé, ça s'est bien passé, parce que là, il a aimé les films que j'avais faits. Mais alors, sur certains... mais vraiment, quand il s'est mis à hurler, quelle voix! On était tous dans nos petits souliers. Et il s'est mis à hurler dans cette salle de projection, mais j'ai jamais vu ça. Mais pourquoi il aimait... Parce que ça manquait de rythme. Oui. Il disait, un film, c'est simple, c'est tac, 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 tac. Si c'est pas ça, ça marche pas. Voilà. Et c'est vrai que certains d'entre nous avaient malheureusement réalisé des films un peu plan-plan, et il fallait que ce soit tac, 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 tac. Voilà. Et ensuite, ça a été un triomphe, cette émission, quand elle est devenue mythique. Oui, enfin, il faut savoir quand même que le dernier jour de tournage, on avait 2 jours de tournage avec mon temps. Le dernier jour de tournage, les techniciens n'ont pas voulu dépasser l'heure. Et donc, mon temps se retrouvait idiot parce qu'il manquait la conclusion. Et on a fait la conclusion en tenant un bol, comme ça, pour qu'il fasse ça. C'était très drôle. Enfin, c'était très drôle. C'était quand même, il était surpris. Avoir mon temps sur un plateau et puis décider de, ben non, après 8 heures, donc c'est fini, on fait pas. C'était un peu, on en avait un peu honte, quoi. Voilà. Mais en même temps, ensuite, le phénomène s'est enclenché sur le mystère de son élection. C'est Voilà. parti de là. Voilà. Et puis, je crois que c'est vite retombé quand même. Hein. Mais c'est vrai que là aussi, cette émission a eu un succès énorme. Il y a eu un numéro spécial de Libération sur l'émission. Et c'était, si vous voulez, la découverte que faisait la gauche de l'époque, puisqu'on était à l'époque sous Mitterrand, du rôle de l'entreprise, de l'importance de l'économie. Bon, après être passé en 81 et 82 par des périodes un petit peu fantasques, quoi. Et alors, ça a été très critiqué, évidemment, mais c'était surtout une émission qui a eu l'intérêt. Et ça, on s'est vraiment amusé à le faire, de raconter l'économie autrement, avec des choses drôles, des petites scénettes, des inventions qui n'étaient pas habituelles dans les émissions d'économie. Alors il se trouve ensuite, Roland Portiche, que vous avez croisé une autre bête de scène, qui est Bernard Tapie, car vous avez fait aussi de la télévision avec Bernard Tapie. Je peux même dire que j'ai fait venir Tapie à la télé. Enfin, on le voyait auparavant à la télévision dans les affaires qu'il avait avec Manu France, etc. Mais c'était un financier pas très connu. Et puis, avec Pascal Brognaud, nous avait demandé de faire un film qui s'appelait la saga des faiseurs de fric. Oui. Donc, je l'ai fait avec une dame qui s'appelait Dominique Fricher, qui l'avait déjà rencontré Tapie, et qui m'a fait rencontrer Tapie. Et là, je me suis dit, oh là là, on a un personnage extraordinaire, là. Un personnage, à l'époque, il avait 44 ans, 43, 44 ans, il est beau comme un dieu. Il faisait de reprendre Testu, en plus. Oui, il faisait de reprendre Testu. D'ailleurs, l'émission suivante, ce sera une émission que je ferai avec Laurent Geoffrin sur la reprise de Testu. Mœurs en direct, je crois. Voilà, c'est ça. Et qui s'appelait Le Bon, la crise et les perdants. Ouais. En fait, j'ai fait 3 émissions avec Tapie, et c'était vraiment un personnage que j'ai trouvé, là aussi, d'abord, il est très drôle, Tapie. Hein. Il était très drôle. Il était effrayant aussi. Ah bon? Il était effrayant. Je l'ai vu engueuler son staff. Vous savez, c'est pas des mains qu'il a, c'est des battoirs. Il tapait sur la table, et je me suis dit, c'est pas possible, il va casser la table. Et c'est des natures, hein, c'est des natures assez extraordinaires. Mais tout le monde le trouvait très sympathique. Et puis il avait une manière bien à lui de se mettre les gens dans leur poche. Je me souviens que j'avais un électricien qui dit, oh, tu vas voir Tapie, c'est un capitaliste. Bon, voilà, à l'époque, il y avait des gens qui étaient très engagés politiquement. Et au bout de 10 minutes, c'était, ah, Bernard, oui. On n'imaginait pas son destin à l'époque. Non. Non, encore que, déjà à l'époque, je me souviens, et c'était quand même 83-84, il avait fait faire, qui m'avait montré d'ailleurs, une étude par la Sofres, ou je sais pas quoi, bon, et pour savoir ce qu'il vaudrait comme président de la République. Il y pensait déjà. Il y pensait déjà, oui. Il y pensait déjà. Et il avait aussi, on le sait peu, il avait commencé dans la course automobile en Formule 3 et il avait couru, mais un de ses amis avait eu un grave accident et il avait arrêté. Il a dit un jour, je suis plus lent sur la piste, mais le plus rapide sur la route. Oui, mais de toute façon, pour lui, c'était le challenge permanent. Ouais. Il était chanteur de charme aussi, mais
bon, franchement, on écouterait ces disques aujourd'hui, c'est vraiment la chansonnette. Oui, déjà à l'époque. Déjà à l'époque, c'était pas terrible. Mais il avait un énorme talent, un énorme bagou. Alors c'est vrai que bon, et on s'est dit avec Pascal Brognon, on a une bête de scène, on va essayer de l'exploiter un peu plus. Donc la première émission qu'on a fait, qui a très bien marché, la saga des faiseurs de fées, qu'on avait interviewé Tapi, mais aussi Daya Lechter et des gens comme ça, et a été suivie d'une seconde émission où on essayait d'expliquer ses secrets comme repreneur d'entreprise, et puis une troisième émission qu'on a présentée comme la suite de Vive la crise et qui s'appelait les 7 chocs de l'an 2000 et qui était c'est en 85. Là, oui. Je vous précède. Avec Drucker en plus. Avec Drucker. Car oui, c'est une émission qui racontait l'an 2000, comment vous voyez l'an 2000 avec Drucker. Et quand on voit cette émission, en 85, vous prédisez qu'il ne faudra plus définir un âge de la retraite, mais aménager des coupures dans la vie active. On voit aujourd'hui ce que ça donne. Bernard Tapie évoque les robots dans les usines et le travail à domicile, le télétravail. Et Joël Leronet parle de l'espérance de vie. Oui, eh ben, d'ailleurs, je vois que vous avez vu l'émission et ça, c'est formidable. Merci. Mais c'est vrai que on parlait déjà des retraites. Mais oui, on avait du télétravail. Mais on avait essayé d'imaginer la révolution des panthères grises. On les avait appelées comme ça, et donc on essayait d'imaginer à quel point les problèmes qu'on connaîtrait alors au début du 21e siècle, je crois que c'était 2006, une émission a été faite en 85, on imaginait 2006, la révolte des panthères grises, qui avait plus d'argent, les retraites étaient bon, et j'avais demandé à Cohn-Bendit de jouer le rôle du chef des panthères grises. À un certain moment, il relevait son bonnet, il disait « Appelez-moi Daniel Gris ». Et Drucker, au milieu de tout ça, était le maître de cérémonie parfait. Voilà, parce que c'était, il arrivait à la moitié de sa vie et il se posait la question qu'on se pose tous, qu'est-ce que va devenir cette deuxième moitié, où est-ce que je vais? Et l'émission essayait de mettre en scène les grandes révolutions sociétales qui nous attendaient. Mais c'est vrai, comme vous le dites, qu'on était très en avance, c'est-à-dire que des choses qui auparavant paraissaient un peu bizarres, comme parler de la révolution des retraites, à l'époque, ça paraissait bizarre, quoi. Et aujourd'hui, on s'aperçoit, de temps en temps, j'appelle mon ami Geoffrin, je lui ai dit quand même, hein, on n'a pas visé loin, hein, on n'a pas visé loin. Une autre date importante pour vous, c'est le 24 décembre 1994. On en parle tout de suite sur Sud Radio avec Roland Portiche. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Roland Portiche. Nous parlerons tout à l'heure de L'homme qui ressemblait au Christ, ce roman que vous publiez chez Albin Michel. Mais on évoque depuis le début de cette émission votre carrière de réalisateur en coulisses de la télévision, avec des émissions mythiques comme Temps X ou Vive le crise. Et puis, le 24 décembre 1994, c'est aussi un nouveau virage de votre vie de réalisateur avec cette émission. Les manuscrits de la mer morte. Ils sont vieux de 2000 ans. Les grandes énigmes de la science, 24 décembre 94, avec la voix de François de Closet. Ce sont vos débuts d'une longue collaboration, d'une longue amitié avec François de Closet, Roland Portiche. Une longue amitié, une longue collaboration et une longue amitié. Ça, il faut pas l'oublier. C'est vrai que j'ai rencontré De Closet un an auparavant de faire cette émission, et c'est vrai que on était tout de suite sur le même. On s'est rendu compte qu'on était tout de suite sur la même longueur d'onde. Il faut savoir à l'époque qu'il est journaliste scientifique, qu'il a fait des livres à succès, Toujours plus, etc., qu'il est un best-seller, et avec lui, vous allez inventer une nouvelle forme de télévision encore. Oui, on a essayé de faire des essais scientifiques, des essais, et ça a duré quand même très très longtemps. On faisait 12 ans. Oui, c'est ça. On faisait 6 émissions par an, hein, de 1 heure, qu'on écrivait ensemble et que je réalisais. Et certaines étaient même des émissions spéciales, comme celle qu'on avait fait sur la conquête de la Lune. Et c'est vrai que c'était à la fois passionnant, parce que il y avait déjà des émissions scientifiques, mais c'était pas simplement de l'information scientifique, c'était aussi de la réflexion sur la science. Et ça nous a permis d'abord de parcourir le monde, et ensuite de nous interroger aussi bien sur la génétique que la géologie, que les grandes affaires de la planète. Et puis c'était surtout, avec De Closet, c'était un vrai plaisir on passait notre temps à discuter. Je veux dire, c'était un homme extraordinairement cultivé et très gentil, très gentil. Et je crois que ça transparaît dans l'image qu'il donne de lui-même. Et ça a été vraiment 12 années absolument merveilleuses. J'aurais bien voulu que ça continue encore, mais bon.
Mais ça veut dire que dans cette émission, c'est une chose très très rare, la science se mettait au service de l'histoire, on expliquait que certains faits inexpliqués justement, il y avait une explication scientifique rationnelle. Voilà, on essaie. De Closet est un grand rationaliste, hein, et donc parfois on n'hésitait pas à traiter de questions qui sont pas forcément des questions bienvenues sur le plan de la science officielle, mais parfois on essayait quand même d'essayer de travailler sur ces choses-là. On a même parlé des objets volants non identifiés, on a parlé de pas mal de choses. Mais c'est vrai qu'on essayait toujours de garder un fil qui était le fil de la rationalité. Voilà, mais tous les sujets étaient possibles. Par exemple, vous avez fait une émission, Roland Portiche, sur le vin, une autre sur la voix, les animaux, parce qu'à chaque fois, la science s'en mêlait. La science s'en mêlait. Et puis évidemment, on a fait aussi 2 ou 3 émissions sur l'archéologie biblique. Alors ça, on les a tournées en Israël, une sur les manuscrits de la mer Morte, une autre sur qu'est-ce qu'il y a de vrai dans l'Ancien Testament. J'ai refait d'ailleurs l'itinéraire de Moïse à travers le désert. C'est un truc absolument extraordinaire. Si j'avais 2 minutes, je vous raconterai parce que à un certain moment, j'ai voulu essayer de montrer ce qui a pu arriver à Pharaon, au char de Pharaon, quand ils ont été submergés. Alors, une des hypothèses qu'avaient les égyptologues, c'était qu'ils s'étaient enlisés dans les sables mouvants. Alors, j'ai essayé de montrer expérimentalement, comment ça a pu se passer. Et donc, avec une Jeep, on s'est foncé vers la mer, à la poursuite des Hébreux, et puis on s'est enlisé avec la Jeep dans les sables mouvants. Alors, effectivement, c'était probant, sauf que la Jeep était véritablement enlisé et qu'on n'a pas pu... Bon, on a passé la nuit dans le désert en espérant que quelqu'un passe et nous retrouve parce que la marée montait, on n'avait plus de voiture et c'était des souvenirs extraordinaires. Oui, c'est le genre de tournage qu'on peut plus imaginer aujourd'hui parce que d'abord on n'en a plus les moyens et c'est pas simple même politiquement. Oui, je pense que j'ai refait ça dans Secret d'Histoire. J'ai refait une émission sur l'archéologie de Jésus dans Secret d'Histoire. Non, ça, j'ai été quand même assez libre de ce côté-là pour raconter ce que je voulais. Non, je ne peux pas dire qu'il y a un problème de ce côté-là, mais simplement, c'est vrai qu'on avait des moyens qu'on n'a peut-être plus aujourd'hui. Alors, il se trouve aussi que ces émissions ne plaisaient pas à tout le monde parce que parler du Saint-Sépulcre, on peut avoir l'Église et la science contre vous. Des sacs de courrier, cher monsieur. Des sacs de courrier on a reçus quand on a fait le numéro sur le suaire de Turin. Parce qu'évidemment, on a donné la parole à ceux qui suggéraient que c'était peut-être une peinture. Bon, voilà. En particulier, un grand spécialiste américain qui était formel sur ce plan-là. C'est pour ça que d'ailleurs, je redoutais, quand j'ai fait mon livre récemment, je me disais, tu vas voir qu'ils vont te tomber dessus. Non, ils ont été plutôt... On va en reparler, oui. mais c'est vrai que cette émission a fait scandale et il a fallu répondre à tout ça, à ces courriers. Oui, on pouvait pas répondre individuellement aux gens. On a répondu en faisant une nouvelle émission pour apporter d'autres précisions sur... mais c'était à l'époque... Moi, maintenant, je m'en aperçois, c'était à l'époque des sujets très... Parce que beaucoup de gens croyaient dur comme fer à la vérité du suaire de Turin, alors que, la science, je respecte énormément les gens qui croient au suaire de Turin, parce que c'est leur foi qui est en question. Mais en même temps, la science a dit ce qu'elle a à dire, a analysé ce linge et a conclu que il datait du XIIIe siècle, du XIVe siècle. Donc j'ai même rencontré des gens qui avaient analysé le linge au carbone 14 dans le cadre des émissions avec De Closet. Donc c'est vrai que ça a laissé peu de place au doute. Mais bon, c'est vrai que c'était difficile à l'époque d'aller contre les croyances des gens. Voilà, mais en plus c'était une époque où la rigueur de l'enquête à la télévision était peut-être plus importante que le buzz, Roland Portiche. Ah ben oui, ça... Mais dans notre milieu à nous, c'est-à-dire qu'on a été protégés d'une certaine manière par la renommée de François de Closet, qui était quand même quelqu'un à qui la télé osait pas toucher. Il faisait partie des dernières pas des idoles, légendes. Des dernières légendes de la télé. C'était difficile de le virer en disant non, ça suffit, il faut plus de bon. Et donc j'ai bien vu à un certain moment on n'était pas y touché. Donc ça nous a permis aussi de durer 12 ans. Oui, et puis ça marchait, l'émission marchait bien. Oui, mais justement la science à une heure de grande écoute à la télévision, c'était pas gagné d'avance, Roland Portiche. Non, c'était pas gagné d'avance, mais comme c'était nouveau, il y a les émissions sur la Bible ont passionné les gens, parce que c'était la première fois qu'on voyait ça.
Et la plus ancienne émission de science à la télévision, elle a commencé en 1960 sur la chaîne CBS et ça s'appelle La nature des choses. Le titre est un poème du philosophe Romain Lucrèce et elle dure depuis plus de 50 ans et elle a été diffusée dans 80 pays. Les Américains nous ont précédés là-dessus, oui. C'est vrai. Et puis ils font parfois de très 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 bonnes émissions. Moi je m'inspirais, quand je préparais une émission, souvent je regardais les émissions qui avaient été faites sur le même sujet parce qu'ils ont traité de tout. Et souvent je m'en inspirais parce que c'est vrai qu'ils sont parfois très forts. Il y a une émission aussi qui vous a valu beaucoup de courriers à Françoise Closet et à vous, Roland Portiche, c'est sur les Martiens. Oui, c'était une idée qu'on n'aurait plus aujourd'hui. À une certaine époque, les gens ont pensé que la vie sur Terre pouvait avoir été inséminée par des météorites martiennes. Et à la NASA, on avait trouver dans une météorite qui s'appelait HLA 8400, vous voyez, je m'en souviens, on avait trouvé des fossiles de micro-organismes. Alors, effectivement, on a pu se poser la question et un certain nombre de chercheurs se sont dit « Ah oui, mais pourquoi pas ?» Puis après, on s'est rendu compte que c'était pas ça et que la NASA avait beaucoup évalué cette information parce qu'elle avait besoin de fonds. Ça s'appelle du buzz, exactement. Ça s'appelle du buzz. Ils sont très forts à la NASA pour ça. Et Orson Welles, ça fait très fort aussi le 30 octobre 38 quand il a fait cette émission de radio La Guerre des Mondes où on a cru à l'invasion des Martiens. En fait, c'était une lecture d'un roman qu'il faisait depuis des années à la radio, mais on sait aujourd'hui que tout ce qu'on a raconté autour sur la panique qu'il a créée était un peu bidon, que c'était de la communication aussi et du buzz. Mais oui, c'est là aussi, on a cru très souvent qu'il avait paniqué l'Amérique, etc. En vérité, non. Mais vous savez, les légendes se fabriquent facilement, et surtout avec des gens comme Welles, qui est un merveilleux metteur en scène de lui-même. Et donc, effectivement, on sait aujourd'hui que ça a créé un petit événement. Donc voilà, c'est tout. Alors, il se trouve aussi qu'aujourd'hui, les images de synthèse, c'est courant, mais vous avez aussi, Roland Portiche, avec Françoise Closet, été un pionnier, avec une émission qui a célébré les 30 ans de l'homme sur la Lune, avec des images de synthèse qui provenaient de la NASA. Oui, alors c'est-à-dire qu'on s'est dit on va démarrer par une séquence où on va voir l'atterrissage d'Apollo 11 sur la Lune comme personne ne l'a jamais vu. Parce que tout le monde connaît ces images, mais nous on s'est dit on va faire le contre-champ. C'est-à-dire comme s'il y avait une caméra sur la Lune qui avait pu voir la capsule atterrir. Et donc on a fabriqué avec des techniciens une série d'images de synthèse qui sont les images qui manquaient pour raconter cette histoire, comme si un cinéaste avait pu avoir les chants, les contre-chants, etc. Et on a essayé de faire en sorte que ça se voit pas trop. Et ça a plutôt bien marché. Oui. Aujourd'hui encore, je crois que ça tient la route. Hein. Oui, mais les images de synthèse, à l'époque, c'était tout à fait nouveau, Roland Portiche. Oui, c'est vrai. On faisait ça dans une société qui s'appelait VM et qui avait son propre service qui faisait les images de synthèse. Et ils étaient quand même très pionnier dans cette affaire. Et puis, il faisait beaucoup aussi d'images pour la fusée Ariane. Et donc ils connaissaient leur job. Mais c'est vrai que c'était parmi les premiers. Alors, il se trouve que l'atterrissage, le premier homme sur la Lune, a permis au Vatican d'acheter une télécouleur pour la première fois. C'est-à-dire Paul VI, qui voulait voir ces images, a fait acheter ce poste au Vatican. Et c'était déjà une révolution. Oui, on dit qu'il aurait même pu, depuis l'Observatoire du Vatican, qu'on avait tout préparé pour qu'il puisse voir éventuellement l'atterrissage, mais je crois qu'il l'a pas fait. Alors, Secret d'Histoire, qui est toujours à l'antenne aujourd'hui, avec Stéphane Bern, vous en avez aussi été un des auteurs, un des réalisateurs, Roland Portiche. Oui, c'était une époque où, figurez-vous, où la chaîne demandait, parce qu'elle en avait assez, de traiter des sujets, je dirais, le roi et la reine. Qui étaient les sujets de prédilection de Stéphane Bern, hein, soyons clairs, hein, c'est ça qu'il aime. Oui. C'est ça qu'il aime. Mais à un certain moment, il y avait un directeur des programmes qui s'est dit « Oui, d'accord, mais c'est très bien. Enfin, l'histoire de France, elle n'est pas faite que de l'histoire des rois et des reines. Il faut aussi parler de Danton, de Robespierre, de la prise de la Bastille. Bon, et moi, ils m'ont appelé pour ça, pour faire ces grands sujets. Et alors, j'ai fait de très grands sujets. J'ai fait une émission sur Jésus, une émission sur Soliman le Magnifique, une émission sur sur la prise de la Bastille, une émission sur Danton, et puis une émission sur Napoléon. Fallait oser. Et puis après, Secret d'Histoire est redevenu l'histoire une émission spécialisée dans les rois et les reines. Voilà. Ils sont vite revenus à
leur démon favori, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, personne ne peut égaler Alain Decaux. Quand il faisait son émission Alain Decaux raconte, je ne sais pas si vous le savez, il m'avait raconté, il s'en fait pendant 3 jours chez lui, dans son bureau, avec tous ses livres par terre. Il faisait ses fiches, il apprenait tout par cœur. Oui, non, c'est un cas unique. C'est un travailleur extraordinaire. Je l'ai rencontré quelques fois avec Stério. Il n'avait pas travaillé sur l'émission sur l'affaire Dreyfus, mais on était allé le voir. D'ailleurs, c'est très étonnant. Il habitait au Vésinet, et quand vous tapiez chez lui, on vous voit, il y avait un domestique en livret qui vous recevait. Monsieur Decaux va vous recevoir. Eric Lorenzi était mort de rire. Et puis il était là, bon. Mais c'était un grand travailleur. Ah oui. Un grand travailleur, il y a plus beaucoup qui font ça. Non, et travailler c'est important, et écrire aussi. Et on va évoquer justement ce livre qui vous avez écrit pendant des mois, avec une autre date, le 6 avril 2023. À tout de suite sur Sud Radio avec Roland Portiche. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Roland Portiche. On a parlé de votre carrière à la télévision, en coulisses, avec la réalisation d'émissions comme Temps X, comme Vive la crise, comme les émissions de Françoise Closet. Et puis, vous êtes aussi romancier depuis plusieurs années. Et vous publiez donc le 6 avril 2023 est paru un roman chez Albin Michel, L'homme qui ressemblait au Christ. Et le Suaire de Turin, dont on a parlé, c'est le thème de ce livre, qui est un roman d'aventure au temps des croisades. Oui, il se trouve que, comme je vous l'ai dit, j'ai fait plusieurs émissions sur le Suaire de Turin, et quand j'ai fait mes recherches avec des spécialistes qui ont travaillé sur la question, on se posait toujours la question de savoir comment il a été fait, ce fameux suaire. Est-ce que c'est une peinture? Est-ce que on a mis un linge sur un gisant? Bon. Et puis beaucoup me disaient, mais attendez, il y a une solution beaucoup plus simple. C'est de prendre un véritable personnage. Et à l'époque, les reliques coûtaient tellement cher que c'était un marché tellement lucratif que des brigands ont certainement pas hésité, comme aujourd'hui on n'hésite pas à faire du trafic d'organes, certainement pas hésité à crucifier un malheureux qui avait une petite allure qui ressemblait un peu au Christ, justement, et il suffit ensuite d'un petit traitement chimique pour imprimer cette image. Bon. Le Suaire a été créé au XIVe siècle environ. Voilà, les études au carbone 14 disent qu'il a été fait entre 1260 et 1390. Donc ça correspond. Moi, évidemment, j'ai choisi 1291. Pourquoi? Parce que c'est la dernière croisade. Alors justement, vous avez imaginé un personnage, Roland Portiche, l'homme qui ressemblait au Christ, qui est un sosie du Christ et qui va vivre une aventure incroyable. Il a le malheur, c'est un chevalier écossais, tout à fait un bon chrétien, et qui a le malheur de ressembler un peu aux images pieuses, parce que personne ne sait à quoi ressemblait le Christ, mais il ressemble aux icônes. Il a le même visage, un peu anguleux, avec bon. Et évidemment, il est pris, il est kidnappé par des trafiquants de reliques, parce que c'était un véritable, comme je voulais dire, un marché très très lucratif. Les reliques, surtout à cette époque, parce que on était à Jérusalem, et à Jérusalem, on avait, parce qu'auparavant les reliques qu'on avait, c'est les reliques des martyrs, et à partir du moment où les croisés sont arrivés à Jérusalem, alors ils ont pu avoir accès à ce qui entourait Jésus lui-même. C'est-à-dire qu'à l'époque, alors qu'aujourd'hui les reliques, pour certains, c'est quelque chose d'essentiel, beaucoup de reliques sont fausses et ça date de cette époque-là, Roland Portiche. Voilà. En fait, les reliques datent d'un petit peu avant, c'est-à-dire que le christianisme a commencé avec ces reliques, puisqu'il a commencé dans des catacombes. Et il fallait sacraliser ces lieux. Et pour les sacraliser, il fallait un petit quelque chose en plus et donc on allait chercher les reliques des saints, des bouts d'os. Et puis quand les croisés sont arrivés à Jérusalem, alors là, c'était l'ange de Jésus enfant, c'était on vendait même l'air qu'il avait respiré, des fragments de ses larmes. Enfin, et ça marchait. Et ça marchait extraordinairement, parce qu'il n'y avait aucun moyen de prouver que c'était vrai ou faux. C'était la parole d'un évêque qui faisait que une relique on décidait qu'une relique était vraie et qu'elle valait très cher. Par exemple, la couronne d'épines que le Saint-Louis a acheté pour la moitié du budget du royaume, 125 000 livres tournois. Il a fait construire la Sainte-Chapelle pour conserver la couronne d'épines.
Il a payé bon, à partir du moment où on payait des sommes pareilles, certains se sont dit, mais on va faire des suaires, on va faire Calvin disait, parce que lui il était très sévère avec les reliques, il disait avec le bois qu'on vend, le bois, pour être le bois de la croix, on pourrait faire un bateau de belle taille. Et c'est vrai que, bon... C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les produits dérivés. Des produits dérivés. Mais donc, parfois, elles étaient très bien faites. Et là, bon, moi, je me suis inspiré de recherches qui ont été faites, de la manière dont ce linge a pu être imprimé. Je ne vous donne pas c'est expliqué dans le livre, je ne donne pas la recette. Mais effectivement, un malheureux tombe entre les mains de brigands, et puis il est crucifié comme l'a été le Christ. Et puis ensuite, les brigands se débarrassent de lui en jetant son corps dans un fossé parce qu'ils pensent qu'il est mort. Et il n'est pas mort. Et des moines vont le retrouver. Et voilà, des moines vont le retrouver, et puis il y a sa sœur et un ami qui sont partis à sa recherche, et puis tout le livre va essayer de raconter comment, petit à petit, ils vont mettre la main sur lui, comment ils vont le faire échapper à ses ravisseurs, et comment ces jeunes gens vont vieillir et revenir en Europe et assister à la sacralisation du suaire, puisqu'il va découvrir que des gens s'agenouillent devant ce linge sacré, et c'est son visage qu'il voit. Voilà, exactement. Alors, il se trouve que ce suaire qui a fait couler beaucoup d'encre, il est au cœur de cette histoire avec un trafiquant, car il y avait à l'époque des trafiquants, vous en imaginez un, Roland Portiche, l'épervier, qui est borgne et qui est prêt à tout avec un médecin un petit peu intéressé, je dirais, pour fabriquer des fausses reliques. On n'en parle jamais de ça. Non. C'est pour ça que c'est ce qui m'a intéressé le plus dans ce roman. En plus, je voulais faire une bonne histoire. Et puis, je voulais aussi raconter les affres d'un bon chrétien qui se trouve pris dans une situation où son image passe pour celle du Christ. C'est-à-dire qu'il est en concurrence avec le Christ. Et il trouve que c'est un péché, quoi. Que les gens vénèrent son image comme celle du Christ. Ça, je trouvais que c'était quand même quelque chose de très fort. Et puis, effectivement, bien rappeler aux gens ce qu'était le trafic des reliques, ce qu'on a complètement oublié aujourd'hui. Et effectivement, j'ai imaginé une sorte de couple où on a d'une part un brigand qui est ce fameux épervier sans foi ni loi et qui vend des reliques à toutes les cours d'Europe, et puis un chirurgien qui lui travaille ne craint pas de torturer les gens comme il le faut pour que ces reliques ressemblent à ce qu'il cherche à... C'est une fiction qui aurait pu être proche de la réalité. Peut-être que ce sosie du Christ a existé. Vous savez que c'est un certain nombre de spécialistes que j'ai rencontrés m'ont dit que il y a de bonnes chances pour que cette histoire soit vraie. Mais personne ne peut le prouver, bien entendu. Sûr. Hein. Mais cela étant, je tiens quand même à dire que je respecte beaucoup les gens dont la foi sincère fait qu'ils croient à l'existence, ils croient à la réalité du suaire. Mais bon, il faut quand même à la fois tenir compte de... D'ailleurs, dans le livre, je vous le raconte pas parce que ça fait partie des surprises du livre, à la fin, il y a un retournement qui fait que, en vérité, on se rend bien compte que c'est pas le fétiche qui compte, c'est la foi. Alors justement, beaucoup de gens sont attachés aux reliques, mais il y a aussi beaucoup de candides qui achètent n'importe quoi. Moi, je me souviens d'un jour d'un reportage sur le crâne de Napoléon enfant qui avait été acheté, et on avait fait un jour un canular avec Philippe Bouvard, où on avait fait un faux ministère, un musée des ministères, place des Invalides, où on avait exposé les restes du petit déjeuner de Jean-Jacques Savant-Schreiber quand il avait quitté le ministère. Les gens l'ont cru. Le crâne de Napoléon enfant ? Oui, ça marchait très bien. Les gens le croyaient. Mais ça veut dire que tout est possible aujourd'hui, que ces trafiquants avaient vraiment de l'or devant eux. Une des maladies modernes et peut-être de tous les temps de l'humanité, c'est le fétichisme. On a besoin de croire en des choses exceptionnelles, et parfois certains objets peuvent... qu'est-ce qui fait que la chemise de Johnny Hallyday ou la chemise d'Elvis Presley atteint des... Bon, c'est du fétichisme.
du fétichisme. Freud en a parlé de cette pathologie, si vous voulez. Et on a besoin que de transformer certains objets en des objets magiques. Alors ce roman, L'homme qui ressemblait au Christ, Roland Portiche, il se déroule aussi en Haute-Galilée, au XIIIe siècle, à la fin des croisades. Et vous êtes allé un peu repérer les lieux? Oui, je connais bien cet endroit. C'est un endroit absolument magnifique. Alors la Haute-Galilée, c'est très particulier, parce que la Haute-Galilée, ça ressemble aux Alpes. C'est le seul endroit de Terre Sainte où on a l'impression qu'il y a de la neige. Il fait froid d'ailleurs, mais c'est un petit... sur un petit périmètre, hein, bien sûr, parce qu'on a de tout en Israël, hein, on a tous les climats. Et je connais bien Israël parce que j'y ai tourné plusieurs fois, et j'y ai tourné en plus avec des spécialistes. Donc, et puis la Galilée est quand même la base Galilée, le pays de Jésus, c'est la base Galilée. Hein, c'est le lac de Tibériade, ces endroits-là. Et oui, je connais bien ces endroits. Et c'est vrai que ces endroits, c'est le lieu idéal pour ce roman. Il y a aussi Bagdad qui est important. Alors Bagdad, je ne suis jamais allé, pour vous dire la vérité. J'ai essayé de l'imaginer, mais oui, parce que il se trouve qu'à l'époque, c'est une chose qu'on ne sait pas aussi, que j'ai voulu montrer dans ce roman, c'était à l'époque de la dernière croisade, donc la 9e croisade, il se trouve que les Mongols étaient présents en Palestine. Vous savez que l'empire mongol s'est étendu de manière absolument incroyable, et donc il est arrivé jusqu'en Palestine, et donc comme il était immense, on a divisé l'empire en plusieurs khans, et le khan de Perse, le khanat de Perse était chargé d'administrer la Galilée. Bon, ils n'ont pas fait grand-chose en Palestine, mais il faut que nos personnages aillent chercher le pauvre Alistair jusqu'à Tibriz, qui était la capitale du khanat de Perse. Il fallait passer par Bagdad. Bagdad, à un moment difficile, au moment où le sultan en Égypte et ses Mamelouks décident de partir envahir Saint-Jean d'Acre. Oui, car les Mamelouks sont très importants à l'époque. On a un peu oublié parce que les croisades ont duré 2 siècles, mais les Mamelouks sont à l'origine de la fin de la guerre des croisades. Oui, bien sûr. Et c'est eux qui ont, ils étaient à peu près 300 000, oui, qui ont assiégé Saint-Jean d'Acre, et qui était le dernier réduit des chrétiens. C'est tout ce qui restait de l'empire franc de Jérusalem, hein, et c'était le dernier réduit où s'étaient réfugiés les chrétiens, et la dernière place forte, et ils ont été entourés à un certain moment. C'est comme, vous savez, vous avez vu Alamo. Alamo, c'était pareil. Ils ont été entourés, encerclés par 200 000 Mamelouks qui arrivaient en plus avec des machines de guerre incroyables, et la bataille de Saint-Jean d'Acre a été épouvantable. Je la raconte dans le livre. Il se trouve que mon héros arrive à s'en sortir parce que lui, il faut qu'il mette à l'abri les reliques qui pourront servir aux Templiers pour prospérer plus tard. Mais il y a eu énormément de morts. Ouais, mais c'est une époque qu'on connaît mal finalement aujourd'hui, car il y a peu de documents sur les croisades de Roland Portiche. Et alors ça, c'est ce que j'ai découvert en faisant cette émission, parce qu'on a une idée très simplette des croisades. En vérité, c'est extrêmement compliqué. Ça a duré 2 siècles. C'est extraordinairement compliqué parce que ça s'est passé aussi bien en Égypte qu'en Asie mineure, etc. C'est passé un petit peu partout. Et il faut s'y retrouver là-dedans. Hein. Et donc, voilà, c'est la 9e croisade en particulier était une période très... la dernière croisade était une période très difficile parce que plus personne ne croyait en rien. Ils savaient très bien que c'était perdu. Et donc chacun partait avec ce qu'il pouvait et rentrait en Occident avec ce qu'il pouvait. Vous savez, ça fait penser, à toute proportion gardée, à la fin de la guerre du Vietnam, à Saïgon, quand les Américains étaient... Bon voilà, tout le monde cherchait à prendre l'hélicoptère pour se retourner au pays, quoi. Et ben là, c'est pareil. Et donc, mis à part quelques chevaliers qui tenaient la route, comme les Templiers ou les Hospitaliers, les autres, d'abord, se battaient entre eux. Les Italiens en particulier se battaient. Alors les Génois se battaient contre les Vénitiens. Et puis chacun cherchait à partir avec... Mais ça, vous savez, toutes les armées en déroute connaissent ça. Hein, c'est pas quelque chose de particulier à l'époque des croisades. Mais cette période qui est une période de chaos, de véritable chaos, que j'ai essayé de raconter, Saint-Jean d'Acre, à l'époque de ce chaos, c'était quelque chose vraiment de très âpre.
Voilà. Alors ces croisades qu'on a un peu oubliées et qu'on n'apprend plus forcément à l'école, hélas, aujourd'hui, elles sont évoquées dans ce roman L'homme qui ressemblait au Christ, qui est une véritable épopée médiévale, qui sera peut-être un jour un film de télévision, d'ailleurs, on ne sait jamais. Ça fera un très bon film. C'est chez Albin Michel. Merci Roland Portiche de l'avoir écrit, merci de l'avoir raconté. Et puis continuez à écrire d'autres livres, car vous êtes un passionné permanent. Merci, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.